Dans la nuit du 1er mai 1945, 8 mètres sous terre dans le bunker d'Hitler, une mère borde ses 6 enfants en chemise de nuit blanche. Mais ce n'est pas le sommeil qu'elle s'apprête à leur offrir, c'est la mort. Cette femme, c'est Magda Goebbels, la première dame du Reich. Dans quelques minutes, elle va commettre l'infanticide le plus glaçant du XXe siècle, empoisonner sa propre progéniture au cyanure. Non pas par folie, mais par pur fanatisme. Voici comment une mère exemplaire est devenue un monstre de l'histoire. La scène dans la chambre du bunker possède une froideur surréaliste. Helga, l'aînée de 12 ans, regarde sa mère avec des yeux beaucoup trop lucides. Elle a compris que quelque chose ne va pas. Les autres, plus jeunes, Hildegard, Helmut, Holdin, Hedwig et la petite Heidrun, 4 ans à peine, sont dociles. Ils ont une confiance absolue en leur mère, celle que la propagande nazie a érigée en modèle de fertilité et de vertu pour toute une nation. Le docteur Helmut Kunz, un dentiste de la SS, se tient dans un coin de la pièce. Son visage est livide, ses mains tremblent. Quelques heures plus tôt, Magda Goebbels lui a ordonné d'administrer le poison. Il a refusé net, horrifié par la demande. Face à ce refus, Magda n'a pas scié. Elle a exigé qu'il leur injecte au moins de la morphine. Le prétexte officiel, les calmer, apaiser leur peur face au bruit incessant des obus soviétiques qui font trembler le plafond de béton. Une piqûre pour chacun. Un par un, les 6 enfants sombrent dans une lourde torpeur. C'est alors que s'accomplit l'acte final. Dans le secret de cette alcôve, les récits historiques se tendent. Qui a brisé les ampoules de cyanure entre les dents des enfants endormis? Est-ce Magda, seule, accomplissant son geste d'une main ferme, ou a-t-elle été assistée par Ludwig Stumpfegger, le médecin personnel d'Hitler? Qu'importe l'exécutant, le résultat reste d'une horreur absolue. Un geste rapide, mécanique, répété 6 fois. 6 jeunes vies fauchées en quelques minutes dans le silence oppressant du bunker. En sortant de la pièce, Magda s'effondre enfin en larmes. Mais ce ne sont pas des larmes de regret. C'est l'effroyable soulagement d'une mission qu'elle estime accomplie jusqu'au bout. Elle est restée fidèle à sa cause, fidèle jusqu'à l'infanticide. Le lendemain, dans les jardins dévastés de la chancellerie, Joseph Goebbels et son épouse se donnent la mort à leur tour. Leur corps, aspergé d'essence à la hâte, ne brûle que partiellement. Ils laissent aux soldats de l'armée rouge une mise en scène macabre. 2 adultes calcinés à l'extérieur et à l'intérieur. 6 enfants en chemise de nuit blanche, parfaitement alignés dans leur lit, comme endormis pour l'éternité. La question qui hante les historiens depuis des décennies est immense. Comment en est-on arrivé là? Pour y répondre, il faut remonter le temps et explorer les zones d'ombre de celle qui fut la prêtresse du national-socialisme. Rien dans la jeunesse de Magda ne laissait présager une dérive aussi sanglante. Née Johanna Maria Magdalena Ritschl en 1901, elle est la fille illégitime d'une servante et d'un ingénieur. Très vite, sa mère se remarie avec un riche commerçant juif, Richard Friedlander. C'est cet homme qui va l'élever comme sa propre fille. Il l'aime, la gâte, et finance son éducation dans les pensionnats catholiques les plus huppés de Belgique et d'Allemagne. Magda grandit dans un confort absolu, apprend les bonnes manières, parle plusieurs langues, joue du piano et brille par sa culture. Mais l'histoire possède une ironie tragique. Cet homme, ce beau-père juif qu'elle adorait tant durant son enfance, finira ses jours déporté et assassiné dans le camp de concentration de Buchenwald en 1939. Un détail que Magda et son futur mari, Joseph, s'efforceront d'effacer méthodiquement des archives d'État pour ne pas tacher la pureté idéologique du couple modèle. À l'adolescence, Magda est un paradoxe vivant. À l'âge de 17 ans, elle tombe éperdument amoureuse d'un jeune militant sioniste, Viktor Arlozorov. Ensemble, ils partagent de longues discussions passionnées sur l'avenir du peuple juif et la création d'un futur État en Palestine. Magda porte même un temps l'étoile de David, en pendentif par amour pour lui. Elle est alors ouverte sur le monde, curieuse, cosmopolite. Mais derrière cette façade brillante, la jeune femme est rongée par une ambition sociale dévorante et un profond sentiment de vide existentiel. À seulement 19 ans, elle choisit la sécurité financière au détriment de l'amour. Elle épouse Günther Quandt, l'un des industriels les plus riches d'Allemagne, un veuf de 20 ans son aîné. Ce mariage est une transaction pure et simple. Quandt lui offre un statut social immense, des bijoux, des voyages et un fils, son premier-né, Harald. Mais il lui offre aussi une prison dorée et un ennui mortel. Magda refuse d'être une simple potiche. Le mariage se solde par un divorce retentissant. Elle en sort richissime, indépendante, mais toujours profondément insatisfaite. Elle cherche une cause supérieure, un absolu auquel s'abandonner.
C'est dans le Berlin bouillonnant et chaotique du début des années 30 qu'elle va trouver sa religion de substitution. Poussée par une amie, elle assiste par curiosité à un meeting politique du NSDAP. Sur scène, un homme petit, chétif et boiteux électrise la foule par sa verve, Joseph Goebbels. Ce n'est pas l'homme qui séduit Magda, c'est la puissance mystique de son discours. Il parle de sacrifice, de haine purificatrice, de renaissance nationale. Pour Magda, c'est un choc électrique. Le vide en elle vient de trouver son maître. Elle adhère au parti nazi en 1930 et se met bénévolement au service du mouvement. Son intelligence, son élégance aristocratique et sa maîtrise des langues la font rapidement remarquer par la direction du parti. Elle est chargée de gérer les archives privées de Joseph Goebbels. Très vite, ils deviennent amants. Mais la véritable révélation, le coup de foudre absolu qui va sceller son destin, a lieu lors de sa première rencontre avec Adolf Hitler. En lui, Magda ne voit pas un leader politique. Elle voit un messie, un dieu vivant sur terre. Hitler, de son côté, est fasciné par cette femme qui représente parfaitement la haute bourgeoisie allemande qu'il cherche à séduire. Le fanatisme de Magda trouve sa source définitive. Son mariage avec Joseph Goebbels en 1931, célébré avec Hitler comme témoin officiel, n'est pas une simple union amoureuse. C'est un mariage à trois. Magda s'unit au national-socialisme. Elle entre dans le premier cercle des intimes du dictateur. Puisque Hitler a décidé de rester célibataire pour se consacrer entièrement à l'Allemagne, c'est Magda Goebbels qui va endosser officiellement le rôle de première dame du Troisième Reich. Elle devient l'icône de la femme aryenne idéale, élégante, mondaine, soumise à l'idéologie et surtout fertile. La maternité devient pour elle un devoir politique de premier plan. Elle donne naissance à 6 enfants: Helga, Hildegard, Helmut, Holdin, Hedwig et Heidrun. Le fait que tous leurs prénoms commencent par la lettre H n'est pas un hasard, mais un hommage permanent et obsessionnel à Adolf Hitler. La famille Goebbels devient le joyau de la propagande nazie. Les magazines et les actualités cinématographiques les filment en boucle dans leur somptueuse villa de Schwanenwerder. Des enfants blonds, souriants, jouant dans les jardins sous le regard bienveillant de leur mère, récipiendaire de la prestigieuse croix d'honneur de la mère allemande. Magda est sacrée, mère du Reich. Pourtant, derrière l'écran de fumée de la propagande, la réalité du couple est un enfer. Joseph Goebbels multiplie les liaisons avec de jeunes actrices de la UFA, le studio de cinéma d'État. En 1938, sa liaison passionnée avec l'actrice tchèque Lida Baarova pousse le couple au bord du divorce. Magda est humiliée, elle veut partir. C'est Hitler en personne qui intervient d'une main de fer. Il refuse que l'image de la famille, modèle du régime, soit détruite. Il ordonne à Joseph de rompre immédiatement et force le couple à rester unis. Magda accepte, non pas par amour pour son mari, qu'elle méprise désormais, mais par soumission totale envers Hitler. Elle n'est plus une simple épouse, elle est devenue la grande prêtresse d'un culte mortifère. Et ces enfants ne sont plus des êtres humains, ils sont des instruments, une offrande vivante déposée sur l'autel du national-socialisme. C'est cette structure psychologique terrifiante qui va rendre le drame final inévitable. Nous revoici en avril 1945. L'illusion millénaire s'effondre sous les bombes. Le 22 avril, face à l'avancée inexorable des troupes soviétiques, Joseph et Magda Goebbels prennent la décision de s'enfermer définitivement dans le Führerbunker avec leurs 6 enfants. À l'intérieur du bunker, l'ambiance est lourde, presque irréelle. C'est un mélange de déni total, de beuveries quotidiennes et de rituels macabres. La mort rôde, mais on feint de l'ignorer en buvant du champagne dans les couloirs étroits. Pourtant, la décision de Magda est prise depuis longtemps. Elle est froide, rationnelle, inébranlable. Plusieurs officiers, conscients du sort qui attend les enfants, supplient le couple de les évacuer. Anna Reitsch, la célèbre aviatrice allemande, propose de piloter un avion de liaison au milieu des tirs pour sortir les 6 petits de l'enfer berlinois. Le prince héritier de la firme, Kant, propose également son aide. Magda refuse tout, systématiquement, avec une sérénité qui glace le sang des témoins. Fuir? Pour aller où? Pour vivre dans quel monde? Pour Magda, l'existence en dehors du prisme nazi est inconcevable. Le 28 avril, elle rédige une longue lettre à son fils aîné, Harald Quandt, alors prisonnier de guerre aux mains des Alliés. Cette lettre constitue son testament idéologique, la clé absolue de sa logique destructrice. Elle écrit ces mots: « Mon cher fils, nous sommes depuis 6 jours ici, dans le bunker du Führer. Papa, tes 6 petits frères et sœurs, et moi, pour donner à nos vies nationales socialistes la seule fin honorable possible. Le monde qui viendra après le Führer et le national-socialisme ne vaut plus la peine d'être vécu, et c'est pourquoi j'ai emmené les enfants avec moi. Ils sont bien trop précieux pour la vie qui suivra. Un Dieu miséricordieux me comprendra si je leur donne moi-même la délivrance. »
Ce mot, la délivrance, résume toute sa folie. Dans son esprit perverti par 13 ans de fanatisme absolu, tuer ses enfants n'est pas un meurtre, c'est un acte de protection suprême. Elle veut leur éviter la honte d'être les enfants du monstre, la dénazification et le spectacle de la défaite. Le soir même, en guise d'adieu et de reconnaissance éternelle, Adolf Hitler s'approche de Magda. Il détache de sa propre veste son insigne d'or personnel du parti nazi, la plus haute distinction du Reich, et l'épingle délicatement sur la robe de Magda. Pour elle, c'est la consécration suprême, la bénédiction du Dieu vivant avant le sacrifice humain. Le 30 avril, Adolf Hitler se suicide d'une balle dans la tête. Le coup de feu résonne dans les cloisons du bunker. Joseph Goebbels devient techniquement chancelier du Reich pour une durée dérisoire de 24 heures. Mais pour Magda, le monde est déjà mort. Le centre de sa galaxie a cessé d'exister. Le lendemain, le plan est exécuté avec une précision chirurgicale. Elle lave ses enfants, les coiffe, leur parle doucement pour ne pas éveiller leurs soupçons. Lorsque la petite Helga montre des signes de résistance et refuse initialement de boire la solution contenant la morphine, Magda ne fléchit pas. Elle utilise son autorité maternelle pour la forcer à obéir. Elle n'est plus une mère qui protège sa progéniture de la mort. Elle est le bourreau en chef, guidant ses propres enfants vers l'échafaud avec la certitude mystique de faire le bien. Ce crime n'est pas le fruit d'un accès de démence ou d'une crise de panique liée au bombardement. C'est l'aboutissement logique, froid et géométrique d'une vie entière d'endoctrinement. C'est l'acte de foi d'une femme qui a tout misé sur une idéologie barbare et qui, face à la réalité de la défaite, choisit de détruire ses propres créations plutôt que de les laisser survivre dans un monde qu'elle maudit. L'histoire de Magda Goebbels reste un avertissement universel et terrifiant sur la puissance destructrice du fanatisme idéologique. Elle nous montre comment une croyance aveugle peut méthodiquement dévorer l'humanité d'un être jusqu'à annihiler l'instinct le plus puissant de la nature, l'instinct maternel. Si ces plongées profondes et sans concession dans les coulisses les plus sombres de l'histoire vous captivent, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. C'est le meilleur moyen de soutenir notre travail de recherche et de ne pas manquer nos prochains documentaires. Et dites-nous dès maintenant dans les commentaires, selon vous, qu'est-ce qui a le plus pesé dans le geste de Magda? Son ambition sociale déformée ou sa fascination quasi-religieuse pour Adolf Hitler? Débattons-en juste en bas. Le 2 mai 1945, les troupes de l'armée rouge investissent enfin les ruines de la chancellerie et s'enfoncent dans le bunker abandonné. Dans une petite pièce sombre, ils découvrent la scène qui scellera à jamais le nom de Goebbels dans l'infamie. 6 corps d'enfants, figés dans la pâleur de la mort, vêtus de blanc, alignés sur des lits de camp. La machine de propagande nazie, qui avait tant misé sur l'image de cette famille idéale, venait de trouver son épilogue le plus macabre. Ces enfants, filmés sous toutes les coutures pour glorifier le régime, allaient désormais être l'objet d'un tout autre film, soviétique cette fois, projeté à travers le monde pour exposer la faillite morale et monstrueuse du Troisième Reich. Les restes de la famille Goebbels connaîtront un destin à l'image de leur fin, chaotique et secret. Enterrés une première fois par les soviétiques à Magdebourg, les corps seront exhumés en secret en 1970 sur ordre direct du KGB. Pour éviter que leur sépulture ne devienne un jour un lieu de pèlerinage pour de futurs extrémistes, les ossements seront entièrement incinérés et leurs cendres dispersées dans les eaux d'une rivière anonyme. De Magda Goebbels et de sa lignée, il ne reste aujourd'hui absolument rien, sauf le récit d'un désastre. Car l'histoire de la première dame du Reich n'est pas seulement celle d'un fait divers sanglant. C'est la trajectoire d'une femme complexe qui a cherché toute sa vie à effacer ses propres contradictions pour se fondre dans un idéal de pureté mortifère. Pour plaire aux Führers et devenir l'icône de la race supérieure, elle a choisi d'oublier le beau-père juif qui l'avait élevée et l'amant sioniste qu'elle avait aimé. Elle est devenue l'incarnation du mal absolu, non pas par sadisme ou par cruauté gratuite, mais par conviction. Son sacrifice final demeure le symbole le plus extrême de la perversion des sentiments par l'idéologie politique. En voulant à tout prix préserver ses enfants de la réalité d'un monde nouveau, elle a commis le crime le plus contre nature qui soit, prouvant au monde que lorsque le fanatisme remplace la conscience, l'horreur n'a plus aucune limite.